Mesdames, Messieurs, bonsoir. La presse cette semaine consacre beaucoup d'espace au meeting tenu le 31 mai à Paris par le professeur Maurice Kamto, leader du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Les opinions sur le sujet sont divergentes. Le débat se structure autour du lieu choisi pour cette manifestation publique ainsi qu'autour du contenu des messages véhiculés. Les secousses venues de Paris ont ébranlé le groupe de Douala. La position du professeur Abba Oyono, qui a apporté son soutien à la candidature du professeur Maurice Kamto, suscite de vives réactions et on a appris en semaine qu'Anissé Kane a publié un communiqué dans lequel il se désolidarise du soutien du professeur Abba Oyono. Et dans la foulée, Cyril Sambaka, lui aussi membre de la plateforme groupe de Douala, est monté au créneau pour mettre en cause la sortie d'Anissé Kane. Nous en parlons à scène de presse ce dimanche 8 juin en évoquant en même temps l'information relayée sur l'État qui reprend le contrôle d'Eneo en rachetant les parts du fonds d'investissement britannique Actis pour un montant de 78 milliards de francs CFA. Qu'est-ce qui pourra changer dans la distribution de l'énergie électrique au Cameroun? On le saura tout à l'heure. Allons-nous vers la fin du rationnement du courant électrique? C'est la grande question que se posent les ménages. Enfin, ce soir, nous reparlons de la fraude aux examens officiels. Les journaux ont fait écho de la fuite des épreuves au bac. Nous nous posons la question, comment endiguer le mal? Parmi les personnes ressources qui nous font l'honneur de nous accompagner ce soir, je présente Serge Alain Godon. Bonsoir. Très heureux d'être là. Merci beaucoup Serge Alain. Vous êtes journaliste, ceux qui ne le savent pas, promoteur de la plateforme 7 News Digital. Ça marche bien? Plutôt. Plutôt. Merci d'être là. En face de vous, Léopold Dassy, bonsoir. Bonsoir Séverin, bonsoir à tous les téléspectateurs de Scène de Presse. C'est un plaisir renouvelé d'être là ce soir encore. Je vais profiter pour dire bonne fête de la Tabaski à tous les musulmans qui l'ont célébré. Donc c'est un plaisir, je pense, aux miens qui sont aux 4 coins de la République et partout dans le monde. Merci de nous inviter ici. Charles Sebouné, bonsoir. Bonsoir Séverin. Journaliste, grand reporter, chef d'unité des affaires diplomatiques à la CRTV. Je termine par Anissé Noah. Bonsoir. Bonsoir Séverin, bonsoir à mes co-discutants. Heureux d'avoir été choisi pour participer à cette agape intellectuelle. Professeur de lycée d'enseignement technique, c'est ça? Oui. Vous enseignez l'électronique? Oui. Vous êtes membre de la société civile également. Avant toute chose, nous allons commencer par cette information qui nous est parvenue. Le mercredi 4 juin 2025, le président Donald Trump a signé une proclamation réinstaurant et élargissant l'interdiction d'entrée aux États-Unis pour les ressortissants de plusieurs pays, invoquant des préoccupations de sécurité nationale. Cette mesure entrera en vigueur le lundi 9 juin à minuit 1 minute. Les ressortissants des 12 pays suivants se verront refuser l'entrée totale aux États-Unis, que ce soit pour des visas d'immigration ou de non-immigration. Il s'agit de l'Afghanistan, la Birmanie, le Tchad, la République du Congo, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, le Haïti, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Yémen. Des restrictions accrues, si vous voulez, des restrictions partielles, s'appliqueront aux ressortissants des 7 pays suivants, incluant des limitations sur certains types de visas, des contrôles de sécurité renforcés et des exigences supplémentaires en matière de documentation. Le Burundi, le Cuba, le Laos, la Sierra Leone, le Togo, le Turkménistan. Le Turkménistan, c'est ça l'appellation. Et enfin, le Venezuela. Je voudrais avoir ici sur le plateau la première réaction que vous avez. Vous savez que le président Trump l'a annoncé pendant la campagne, c'est sa manière à lui de gérer les États-Unis, mais une bonne opinion, au vu de ce que je viens d'évoquer tout à l'heure, parle plutôt d'un travel ban qui s'accentue. Oui, quand nous lisons la liste, tu viens de lire là tout à l'heure, les 2 gammes de listes, la première, on constate qu'il s'agit essentiellement des pays musulmans, ça on peut le voir. Bon. La deuxième vague sont des pays dans lesquels on a connu des crises, sorties des crises majeures quand on regarde les deux. Bon, maintenant, lorsque le président Trump décide de manière unilatérale que cette restriction d'octroi des visas aux citoyens de ce pays, ça veut dire qu'en réalité, on est entré dans un champ d'endurcissement des relations internationales entre ces nations-là et les États-Unis. Je vais m'appesantir sur le cas tchadien, qui est un pays d'Afrique centrale qui nous concerne. Le Tchad n'est pas allé par le dos de la cuillère pour dire le Tchad a d'ailleurs réagi vivement. Bien sûr, pour dire le président tchadien a dit qu'il va prendre les mêmes mesures. Ça veut dire que comme il n'y aura pas d'octroi de visa aux citoyens tchadiens, la Tchad prend la réciprocité et refuse d'octroyer les visas aux
aux auteurs américains. Donc peut-être dans d'autres pays vont suivre, je n'en sais rien. Mais pour moi, en tant que citoyen camerounais, vraiment, je regrette qu'on en soit là, qu'on en arrive là, parce qu'il n'y a pas d'un côté les pays bons et de l'autre les pays mauvais. Je prends le cas tchadien qui est un pays d'Afrique centrale. Au Tchad, il y a des musulmans qui sont bons, d'autres qui sont mauvais. Comme il y a des chrétiens bons, il y en a qui sont mauvais. Donc du coup, tracer une ligne comme l'axe du mal qui sépare d'un côté les bons à travers le monde, je trouve cela, à mon sens, un peu... Mais le président Trump, il justifie. Hein. Il y a eu un acte, là, il y a la récente attaque dans le Colorado, il a été clair là-dessus, que ça posait des problèmes de sécurité dans son pays. Il ne le fait pas au hasard. C'est un prétexte. Ceux qui parlent de travel ban estiment quand même que c'est une politique anti-immigration agressive. Disons que la question migratoire est devenue une question à l'échelle internationale extrêmement centrale. Qui a d'ailleurs justifié cet ouvrage de l'historien et philosophe camerounais Achille Mbembe, dont le titre est « La politique de l'inimitié ». La politique de l'inimitié, c'est vraiment cette construction de l'altérité sur la base de la différence au plan racial, la différence au plan de la possession patrimoniale, la différence au plan aussi géographique des zones où on est localisé. Donc Trump a une façon relativement stable dans son discours. On peut en penser au plan moral ce qu'on veut, mais il a une structuration qui est très très claire. Il dit « je vais lutter contre l'immigration, je vais construire un mur sur la frontière mexicaine ». Il a essayé de le faire lors de son premier mandat. Même s'il a été stoppé par le Congrès. Voilà, il est un peu moins sur la question du mur aujourd'hui, mais aujourd'hui il est vraiment sur un logo qui consiste à dire « je vais renvoyer dans leur pays à peu près 500 000 immigrés ». Et là, il fait simplement des quotas, parce que pour atteindre le résultat qu'il se propose d'atteindre, il est obligé de faire des prélèvements, même si beaucoup le trouvent incohérent. Il est très cohérent entre son discours et ses actes, et on peut effectivement, à bien des égards, trouver que c'est défavorable pour nous, les peuples qui sont les pays qui sont frappés par ça, mais je trouve que c'est quelqu'un d'extrêmement cohérent de ce point de vue. Anissé, on le vit depuis quelque temps, vous êtes enseignant. La ruée des enseignants camerounais, ils partent d'ici pour le Canada. Ce n'est pas le Canada pour le moment, c'est les États-Unis. Est-ce que ça vous amène à réfléchir? Oui, il y a lieu à réfléchir parce que, vous voyez, lorsque Donald Trump, lors de sa campagne électorale, il avait déjà donné des signaux forts pour cette question d'immigration, parce qu'il trouvait les mesures immigratoires du président Joe Biden un peu laxistes. Et je pense qu'il est fidèle à sa politique. Il a parlé de la politique de Make America Great Again. Ça veut dire qu'il fait de l'Amérique ce qu'elle doit être avec les Américains. Je pense que cela ne devrait souffrir d'aucun doute. Et maintenant... Et si on est d'accord que l'élection présidentielle, c'est un contrat entre l'électeur et le président, on l'a lu sur cette base-là, donc on ne peut pas dire que les Américains n'étaient pas d'accord avec lui. Voilà. Parce qu'on entend ces discours aussi, hein, à l'Occident, on estime qu'il est un peu... Voilà. Il est en déphasage avec la marche du monde, etc. Non, je pense que c'est une manière de mettre la pression sur certains pays, comme le disait Serge Alain tout à l'heure, c'est-à-dire on met la pression en attendant que ces pays viennent à la table de négociation. Vous avez, souvenez-vous, des mesures sur les taxes, les barrières douanières. Et vous avez vu qu'il a annoncé certaines mesures, mais ces mesures-là n'ont pas été appliquées en totalité, ou alors certains pays, en fonction du rapport de force qui était sur la table, ne se sont pas laissés faire. Et je pense que c'est cela qui arrive également au niveau de la politique migratoire. Donc, il faut quand même souligner qu'il y a des exceptions sur cette politique-là, notamment des gens qui ont des visas c'est-à-dire les sportifs qui vont jouer la Coupe du Monde. J'allais poser la question tout à l'heure à Charles Sebouné, vous qui avez rencontré l'ambassadeur. On sait que la Coupe du Monde c'est en 2026 voilà. aux États-Unis, au Mexique, et les Jeux Olympiques. Non, la mesure interdisant complètement les citoyens des 12 pays d'avoir un visa pour entrer aux États-Unis, 12 en nombre, ne concerne pas les athlètes et certains officiels. Par exemple, le président de la République, lorsqu'il y a un sommet aux États-Unis. Mais je voudrais d'emblée dire, tout le monde connaît le président Donald Trump depuis 2016. Il a eu cette fois-ci ce qu'on appelle aux États-Unis les deux votes. Le vote des grands électeurs, il a eu la majorité.
la majorité du vote populaire, il en a eu. 77 Américains ont voté pour lui. Et l'immigration est l'une des politiques phares, donc il a décidé. Je ne voudrais pas que les gens voient la mesure de Donald Trump comme une attaque contre certains pays musulmans. Parce que quand vous prenez un pays comme le Venezuela, qui est à majorité catholique, il n'y a pas les musulmans. Je ne voudrais pas que les gens voient la mesure de Donald Trump comme une mesure raciste. Je voudrais simplement que les gens voient les mesures de Donald Trump sur l'immigration à 3 niveaux. 1. Une pression sur certains pays de régler des problèmes liés à l'instabilité dans les pays. Quand vous regardez les pays cités, c'est les pays où chaque jour on bagarre qui doit être président, qui doit être premier ministre, qui doit être préfet, je ne sais pas moi. Mais c'est les pays où les conflits sont récurrents. Deuxième chose, Donald Trump veut que tous les pays s'en occupent du développement de leurs citoyens. Quand vous voyez les pays cités, c'est les pays avec extrême pauvreté, mais en même temps, c'est les pays extrêmement riches. On ne peut pas donc comprendre pourquoi les pays où il y a autant de ressources naturelles, les gens sont en train de partir parce que les leaders n'arrivent pas à trouver les solutions économiques adéquates. Dernière chose, le président Donald Trump veut simplement appliquer les lois d'une nation souveraine qui doit s'en occuper de son peuple. Et en disant ça, il faut remarquer qu'il y a environ 11 millions de personnes non identifiées aux États-Unis qui pose un problème au budget de l'État américain, et il estime que le moment est venu où les gestionnaires de la République américaine doivent éviter la pensée qui vit dans ces nations pendant 250 années que les États-Unis, c'est la nation salvatrice où on peut donner les visas à tous les réfugiés de la planète, à tous les gens qui fuient les pays pour venir. Non. À peu près 10 000 Camerounais sont menacés d'expulsion. La délivrance des visas aux étudiants est suspendue momentanément. Et dans l'entretien que l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun a accordé à Charles Ebouné, qui est avec nous sur le plateau, il précise bien le contexte dans lequel toutes ces mesures sont prises. Nous allons regarder l'ambassadeur, le Christopher John Lamorin. La proclamation qui interdit partiellement ou entièrement l'entrée aux États-Unis des citoyens d'environ 12 pays, c'est une proclamation très très longue, plus de 5000 mots. Donc je préfère ne pas aller dans les détails de ça non plus, parce que ça n'implique pas le Cameroun d'aucune manière. Et je ne veux pas que les téléspectateurs pensent que ça a une relation avec le Cameroun, ce qui n'existe pas. Mais généralement, on va continuer à mettre fin à la migration illégale et irrégulière aux États-Unis. Mais le message le plus important que j'ai pour les téléspectateurs de votre programme, Charles, c'est que d'utiliser d'abord les systèmes de l'ambassade, les systèmes agréés, gouvernementaux, etc. des États-Unis, de lire bien le site Internet, la page de Facebook, etc., pour avoir les bonnes informations avant de commencer le processus, de ne pas utiliser des documents faux, de ne pas utiliser les gens dans la rue qui disent « si vous me payez tel montant, je peux avoir le visa pour vous pour aller aux États-Unis ». Ces personnes sont des menteurs. Bon, ce que nous voulons faire avec les gens qui sont déjà là, c'est que si on trouve que les personnes sont des États-Unis, soit ils sont entrés illégalement dès le début, soit ils sont restés, comme vous l'avez bien dit, ils sont entrés correctement, mais ils ne sont pas partis après le séjour prévu. On va les trouver, on va les arrêter, on va les mettre dans les prisons pendant un certain temps et on va les renvoyer au pays d'où ils sont venus. Et donc, si on ne veut pas expérimenter tout ça, soit le faire légalement, soit ils peuvent s'en aller maintenant eux-mêmes avant que les autorités migratoires des États-Unis les trouvent, parce qu'il vaudrait mieux que de telles personnes quittent les États-Unis de sa propre volonté que d'être arrêtées. Ce que je veux dire par rapport aux étudiants, c'est que nous continuons à encourager aux étudiants étrangers
d'assister à des universités américaines. C'est important. Nous avons le système éducatif le meilleur du monde et les gens qui veulent en profiter, on veut qu'ils continuent à le faire. Mais faisant partie du système et de l'enforcement des lois américaines par rapport à l'immigration, le président a dit qu'on va temporairement au moins cesser de continuer le processus de visa parce que nous voulons prendre le temps extra pour réviser, par exemple, les médias sociaux de telle personne, parce que les jeunes sont ceux qui utilisent le plus les médias sociaux, pour voir ce qu'ils ont dit dans le passé, etc. Je crois que tout est dit. Et maintenant, à chaque État de prendre les dispositions nécessaires. C'est une politique interne à un État, donc on ne peut que s'aligner. Tout à fait, c'est vrai. Mais je voudrais souligner une chose concernant le public camerounais. Pour ceux qui nous écoutent ce soir, le Cameroun est noté partout dans le monde comme l'un des pays où il y a tellement de la violence dans les réseaux sociaux, où les gens s'insultent, où les gens écrivent n'importe quoi. Ce discours de la haine et de la violence, aujourd'hui, joue contre nous. Voici donc pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, quand vous voyez les publications du président dans les réseaux sociaux, il invite toujours la jeunesse à pratiquer la paix et d'être courtois. Pour le moment, si vous avez un enfant qui a fait le GC Ordinary et Advanced Level, qui doit entrer dans une université américaine, il faut mieux inscrire ton enfant à l'université de Douala, de Boya, de Bamenda, au lieu qu'il soit inscrit à Harvard ou bien à Princeton ou bien à New York State University. Même s'il a la bourse, même si vous avez payé les frais de scolarité, il n'aura pas le visa d'entrée aux États-Unis. Mais disons Charles, il y a aux États-Unis une communauté camerounaise absolument flamboyante et qui est très abondante aujourd'hui. Nous approchons aujourd'hui les 2 millions de Camerounais de première, deuxième et troisième génération. C'est une communauté absolument considérable. Et les environ 10 000 que nous parlons là, c'est les Camerounais vivant aux États-Unis illégalement. C'est de ça que je parle, oui, c'est de ça que je parle. C'est-à-dire que prélever 10 000 dans la Kentie de 2 millions de personnes, et moi il n'y a pas longtemps, j'étais à Washington et je parlais avec un Camerounais qui me racontait les péripéties de son voyage, et vous n'avez pas idée en fait des itinéraires que les gens prennent pour se retrouver sur le territoire américain. C'est quelqu'un qui était parti du Cameroun, qui est arrivé au Brésil et qui était remonté du Brésil vers les États-Unis en passant par tous les pays, en marchant quasiment à pied. Tout à fait. En marchant quasiment à pied. Le Guatemala. Donc, voilà, exactement. Oui. Donc vous avez et effectivement aucun président ne peut accepter ça parce que bon, ça pose un problème de cohérence entre le dispositif légal, mais aussi le dispositif de suivi et d'accompagnement social. Donc fondamentalement, il n'est pas dans le tort. Et en fait, de ce point de vue, Donald Trump, entre son premier et son deuxième mandat, il est extrêmement stable. Il dit les gens doivent s'occuper d'eux-mêmes, de leurs propres frontières et de leurs propres problèmes. C'est-à-dire que c'est de nous renvoyer à nos responsabilités, et il faut que les Camerounais, aujourd'hui, que nous nous regardions véritablement en face, que nous voyions où sont nos problèmes et comment nous allons articuler les solutions dont nous sommes capables par rapport à l'ensemble de ces problématiques-là, plutôt que de partir perpétuellement vers ce mouvement d'exil. Donc, Cameroun aujourd'hui a une diaspora probablement de 8 à 10 millions de personnes. C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est vrai. Nous avançons. Le journal Eco-Matin annonçait déjà la nouvelle. Cette nouvelle-là, Actis a accepté de céder ses parts au Cameroun, selon l'article publié dans ce journal. Je cite, dans une lettre datée du 22 mai 2025, David Alderton, négociateur en chef pour Actis et dirigeant de la Cameroon Power Holdings, le véhicule d'investissement du fonds britannique d'Eneo, a confirmé l'accord de principe, à savoir que le fonds d'investissement britannique Actis a validé une offre de 78 milliards de francs CFA émise par l'État du Cameroun pour le rachat de sa participation majoritaire, 51%, dans Eneo, le principal producteur et distributeur d'électricité au pays. Eco-Matin indiquait par la suite que la transaction, bien que validée dans son principe, reste suspendue à l'approbation finale du président Paul Biya. Mais cette semaine, dans sa parution du mardi 3 juin, Info Matin met à la une, le Cameroun reprend le contrôle d'Eneo.
L'État a racheté 51% des parts majoritaires d'Actis. Il détient ainsi 95% du capital du principal producteur et distributeur d'énergie au pays contre 44%. Cela intervient, souligne le journal de Nemvon, à la suite des négociations menées par le comité interministériel présidé par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, et Gaston Elundu Essomba, qui est ministre des Mines. Alors, question d'emblée, je la pose à tout le monde. C'est une information qu'il faut accueillir avec joie. Que se cache-t-il derrière ce rachat des actifs Eneo? Je pense que pour une société qui veut s'industrialiser, c'est une mesure salutaire parce que, voyez-vous, l'énergie est la ressource nécessaire pour construire son industrie. Et si on ne peut pas parvenir à maîtriser son énergie, à avoir une autonomie sur son énergie, je pense qu'il y a un problème. Donc, la société de l'électricité au Cameroun, qui avait déjà été mise sous la main des étrangers, lorsqu'elle revient sous la main des Camerounais, je pense que c'est une mesure à saluer. Maintenant, mais on était passé de AES, on avait eu le même espoir avec Eneo. On a l'impression que ça n'a pas beaucoup avancé. Est-ce que cette fois, c'est bien parti? Encore plus qu'on n'est pas sûr que cette fois-ci, ça ira pour le mieux parce que, souvenez-vous, en 2022, je pense que c'est l'agence Ecofin qui déclarait déjà que l'entreprise Eneo avait des déficits de trésorerie de près de 143 milliards et une dette cumulée de 700 milliards de francs. Donc, je pense que le fait que l'État camerounais soit actionnaire majoritaire de cette société-là est donc, je pense que si l'État camerounais reprend en main cette société-là et qu'il peut reformer, c'est-à-dire le domaine tarifaire de l'entreprise et permettre aux Camerounais moyens de se sentir à l'aise sur les consommations, c'est une mesure à saluer. Est-ce qu'on redessine durablement la stratégie énergétique au Cameroun? Oui. En passant par cette renationalisation, si vous voulez? Oui, moi je trouve que c'est une décision salutaire pour le Cameroun. Et surtout que le pays prend cette décision-là au moment où, sur la scène internationale, il y a des données qui nous poussent à la réflexion. Lorsque le président Trump, on en parle encore, est arrivé au pouvoir, il a dit une première chose, il faut forer. Ouais. Lorsqu'il a dit cela, vous comprenez qu'il a du coup mis à mal les COP. Vous voyez? Trump met à mal les COP. Ça veut dire qu'à l'heure où sur la place internationale, on était à la recherche de l'énergie propre, vous voyez, Trump ne croit pas à cela, il dit il faut forer. Si vous prenez, quand j'ai dit cela, si vous prenez en Afrique les pays qui sont les mieux éclairés, qui utilisent davantage l'énergie, c'est des pays qui n'ont pas, par exemple, qui n'ont pas des cours d'eau comme nous, par exemple, l'énergie électrique. Vous voyez que l'Égypte, vous avez l'Afrique du Sud, vous avez le Nigeria, qui est à côté de nous, le Nigeria, le troisième, c'est le Nigeria. Et vous regardez leur potentiel d'énergie, mais c'est le gaz. Le Nigeria, c'est le gaz. Donc, c'est une possibilité donnée aujourd'hui aux pays qui produisent de l'électricité de reprendre en main leur potentiel énergétique et s'éclairer. Ce qui, excuse-moi un peu Charles, et ce qui dérange, c'est que le monde certainement va souffrir sur le plan écologique, mais Donald Trump a donné la cadence, les pays vont utiliser. Le Cameroun, par exemple, dans la consommation du gaz, c'est 14%. Ouais. Sur son potentiel, c'est 14%. Au Nigeria, à côté, on est à 98%. Mais le Nigeria, dépendant le noir comme nous aussi, aujourd'hui nous comptons sur l'énergie propre. Depuis qu'au Paris on est dans l'énergie propre, il ne faut pas l'utiliser. Donc moi je pense que avec de ce point de vue, avec la politique de Trump, même si les gendarmes du monde, les gendarmes et policiers en même temps, ils donnent la possibilité, l'État du Cameroun, à mon sens, a saisi la balle au bon, puisqu'il n'y a plus le contrôle. Je suppose, avec l'arrivée de Trump, on donne la possibilité à chaque État aujourd'hui de savoir orienter, d'où la stratégie, savoir comment nationaliser et utiliser à bon escient ses potentialités énergétiques. Et notamment, on peut utiliser le pétrole, le gaz, c'est une bonne chose. Multiplier Kribi, d'autres par-ci, par-là, faire dans le septentrion, on peut le faire davantage en utilisant le pétrole et je trouve que c'est une aubaine qui est donnée au Cameroun. Je pense que dans les pays émergents en voie de développement, il y a ce qu'on appelle les monopoles stratégiques de l'État. 1, c'est l'énergie. 2, la télécommunication. 3, l'eau. 4, la communication. C'est pourquoi la CATV reste toujours à 100% pour l'État. Quand j'ai déjà dit ça, le ministre de l'économie
ou bien le ministre de l'Énergie disait dans une interview il y a environ un mois à la CIATV qu'aujourd'hui, le Cameroun, selon la Banque mondiale, fournit l'énergie électrique environ 60% des ménages au Cameroun. Avec ces chiffres, l'État du Cameroun peut se rentrer, dire que le pire est déjà passé, le peu de mal qui reste là, on peut gérer à l'interne. Dans ce sens, je comprends l'action du ministre Elundou Essomba et le ministre Louis-Paul Motazé. Et comme les journaux ont déjà annoncé, nous acheminons vers l'acte final de celui qui a les derniers mots sur la politique nationale économique, le président de la République, Paul Biya. Charles, lorsque vous avez pris la parole et que vous avez commencé à développer, j'étais très enthousiasmé par le début de votre propos en espérant que vous vous isoleriez du consensus initial qui a été porté par nos deux premiers intervenants et qui consistait à féliciter le transfert de patrimoine de Eneo vis-à-vis de l'État. Bon, je peux comprendre, hein, il y a la fibre nationaliste, on dit on est content. Je ne fais pas partie de la fibre nationaliste. C'est exactement ce que je dis. Non, je dis qu'ils sont sur cette fibre-là, ils sont sur cette fibre qui consiste à dire, bon voilà, un peu Cameroun first, un peu comme America first, quoi. Donc ils sont sur un peu le Cameroun. Mais moi, je suis particulièrement inquiet. Et je considère que c'est même probablement une assez mauvaise décision. D'abord, il faut souligner que le désir de désengagement a été émis par Actis. Alors, la question, elle est la suivante. Et Charles l'a effleuré, il ne l'a pas développé autant qu'il aurait fallu, mais il a effleuré. La question, elle est la suivante. C'est que si nous sommes dans le capitalisme, quelle est notre capacité à accepter les règles du jeu, à les comprendre, à les domicilier localement et à nous situer sur les enjeux internationaux qui sont ceux de l'attraction des investissements directs étrangers. Parce que souvent on émet toutes sortes de théories comme ça, on dit voilà, on a posé un logo sur notre pays, on a dit on va sur l'émergence 2035. Donc l'émergence procède d'une capacité substantielle à attirer des capitaux, ce qu'on appelle des investissements directs étrangers. Et les investissements directs étrangers viennent dans des pays sur lesquels ils ont à peu près la garantie de ce que les capitaux vont être exploités de manière à peu près satisfaisante. C'est d'ailleurs pour ça que l'indice Doing Business a été inventé. Or, ce que traduit l'affaire Eneo, ce que traduit le désengagement d'Actis, c'est que nous avons une terre qui n'est pas attractive. Et il faut lire l'affaire Actis en la reliant à d'autres. Il faut quand même se souvenir de ce que l'actionnaire majoritaire qui était à l'UQAM il n'y a pas longtemps est parti. Il faut se souvenir de ça. Il faut se souvenir de ce qu'en ce moment, si Société Générale dit « je me débarrasse en fait des banques camerounaises et je veux partir ». Et ça me semble extrêmement grave parce que le Premier ministre, je termine par là, le Premier ministre a tenu une conférence publique, une réunion publique dans les services du Premier ministre il n'y a pas très longtemps, il y a une dizaine de mois, où il a, au sorti de cette réunion, le chiffrage qui a été donné, c'est que le Cameroun avait besoin de 80 000 milliards pour être en situation éventuellement de réaliser son plan pour l'émergence. C'était bien ça le chiffre, à peu près 80 000 milliards. Tout à fait. Donc vous avez besoin d'aller chercher de l'argent à l'étranger. Si vous allez chercher de l'argent à l'étranger, vous devez parler à des acteurs, à des interlocuteurs qui vous font confiance, qui sont à mesure effectivement de venir intervenir sur un certain nombre de secteurs et d'apporter des financements. D'abord du financement, ensuite de la technologie. Et ça c'est mon second point. C'est vrai, ma grande inquiétude c'est lorsqu'on remet la gestion d'Eneo à l'État, est-ce que nous avons le savoir-faire, la technologie, les règles de gouvernance, la stabilité de l'État, la compréhension des enjeux qui nous permet de gérer un énergéticien? Je dis non. Quand on dit Eneo revient entre les mains de l'État, la première question que moi, consommateur de l'électricité, je me pose, c'est que est-ce que le prix de l'électricité va baisser? Est-ce que j'aurai constamment l'énergie électrique à la maison? Au-delà de tout ce que vous dites, hein, parce que pour les consommateurs, on n'a pas toujours connaissance de tout ce qui se fait en amont. Pourtant, il faudrait. Quand j'écoute, j'ai l'impression que le Cameroun va au naufrage demain, va faire naufrage demain, va faire banqueroute dans son ensemble. Quand vous écoutez son argumentaire, vous comprenez que nous marchons par la tête. Mais c'est une opportunité donnée. Je dis clairement, c'est un moment international difficile, mais c'est une opportunité. On aurait même pu dire qu'on a liquidé Eneo aujourd'hui.
Et à partir de cet échec avec la politique trumpienne ou trumpiste... Une opportunité pour faire quoi? On peut structurer Bien sûr, opportunité pour faire quoi? Oui, mais pour relancer la politique, c'est-à-dire prendre en main la gestion de son énergie, parce qu'aujourd'hui, le Cameroun prend l'essentiel du budget de cette société-là, ça lui donne la possibilité de se projeter à nouveau. Rien n'est perdu. Donc pour moi, je pense que c'est une bonne chose que l'État du Cameroun ait nationalisé cette entreprise. Okay. Autour maintenant, puisque ça parle du prix, il faut dire que chez nous, le prix de l'électricité est l'un des plus chers dans la zone. Ça, il faut le reconnaître, on va le dire. Non, c'est pas vrai. Vérifiez. Non, c'est pas vrai. Excusez-moi, tapez votre... C'est pas, je peux pas, monsieur le plateau. Permettez-moi... Non, j'ai la parole. Ok, allez. Je dis, dans notre sous-région, le prix de l'électricité au Cameroun est l'un des plus chers. Tapez votre téléphone. On peut regarder à la maison, nous suit. Vous ne dites rien. Et ça, c'est un constat de la Banque mondiale. Ah d'accord, vous le dites, mais il confirme. Donc il faut regarder, il ne faut pas dire des choses. Donc ça veut dire que le Cameroun aujourd'hui a la possibilité, et même il a même déjà fait, à récupérer. Et il faut féliciter. La méthode peut être dérangeante à certains moments. Je ne suis pas dans les détails ici, mais le but c'est quoi? C'est d'arriver à tenir. Et c'est une manne que le pays tient. À partir de cela, et ça, le prix de kilowatt va forcément baisser. Pardon, non, prends le voici un stylo. Tu peux noter ce que tu veux dire. Donc, ça veut dire qu'il y aura la possibilité. Je vais vous répondre tout à fait. Je n'ai pas la chose que vous écoutez à la maison. Ça veut dire qu'il y a la possibilité aujourd'hui, parce que l'État du Cameroun ne fait pas les affaires. L'État du Cameroun prend un secteur terrible qu'on nous malmène à cause des multinationales. Partout, c'est le rationnement à gauche et à droite, et ça ne marche pas. Donc je dis que avec la nouvelle donne sur la place internationale, parce qu'on nous limitait, on va dire, bon, écoutez, la centrale à gaz de Kribi, ça pollue assez, il faut arrêter. C'est les gendarmes du monde qui disent cela, et c'est normal. Mais quand Trump est venu, j'insiste encore en disant, forêt, prenez-le, allez-y, ne vous interdisez pas. Mais quelle aubaine pour le Cameroun de reprendre son énergie en main et d'avoir la possibilité de forer et de créer des centrales. C'est une possibilité. Okay. Que hier, on nous empêchait, on donne des COP, etc. Voilà ce que je suis en train de dire. Donc, dit qu'on va sombrer hier, demain ou après-demain, je trouve que c'est alarmiste. On ne va pas sombrer. Pour répondre directement, et vous prenez votre bic. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout à fait. Pour répondre directement à votre question, Sévérin, quelle opportunité, quel impact direct pour d'abord les Camerounais et pour le consommateur de l'électricité. Deux choses. Un, comme le Cameroun se positionne depuis l'indépendance comme un État providentiel, welfare state, première chose importante pour les Camerounais, c'est qu'on va recruter plus de personnes. Donc, en termes d'emploi, ça sera bon. Deuxième chose, nous allons vers la subvention de l'État vis-à-vis de l'électricité pour endiguer certains coûts. Mais quand j'ai déjà dit qu'il y aura plus d'emplois pour les Camerounais, ce qui est bon, et qu'on pourrait subventionner le coût de l'électricité, je termine par une conclusion stratégique. Est-ce que ça s'inscrit dans le cadre de la durabilité, cette subvention, ces recrutements? Excusez-moi. Car nous avons constaté ce qui s'est passé avec les prix à la pompe, car on a vu ce qui s'est passé avec les autres entreprises qui sont passées par ces méthodes. Non, nous ne vivons pas dans un monde... comme les anglo-saxons vont dire... On parlait de l'énergie. Je parlais de l'énergie, tout à fait. Alors, dans la démarche que nous avons pour préparer cette émission, nous tombons sur ce point de vue. Charles, si on va avancer. On avance, Charles. Tout à fait. Il y a ce point de vue d'un citoyen qui estime que se réapproprier Eneo ne suffit pas. Encore faut-il éteindre la corruption, allumer la compétence et surtout stabiliser la tension nationale, car les Camerounais sont émotionnellement en surcharge. Si ce rachat n'est qu'un prétexte pour renationaliser l'incompétence, alors nous verrons le pays 78 milliards nous venons de payer 78 milliards pour une version de luxe de délestage. Oui, c'est un peu excessif, mais c'est... Sauf que nous ne savons pas que Eneo n'est pas le seul acteur de la chaîne de distribution de l'électricité au Cameroun. Il y a la Sonatrach, il y a EDC qui participe à ce que le travail que Eneo fait en aval
puisse être optimisé. Il y a même Kamwata. Et il y a Kamwata, ça j'oubliais. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais finir par là. Merci. Je pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire que notre énergie revienne aux mains des Camerounais, encore plus que nous sommes dans un vaste chantier c'est-à-dire d'autonomisation c'est-à-dire du Cameroun en termes d'énergie. Je pense que le Paul Dassi parlait tout à l'heure des statistiques de la Banque mondiale de 71% en termes de couverture d'énergie, et il y a d'autres chantiers qui sont en vue. Il y a le ministre de l'eau et de l'énergie annonçait, je pense, aux journées économiques la dernière fois, qu'il y a 2 centrales à gaz qui seront construites dans le littoral, une à Bekoko et une à Douala, d'une capacité de 500 MW. Il y a le barrage de Kikot qui va démarrer en 2026, qui vont permettre à ce qu'on puisse renflouer, c'est-à-dire la donne énergétique. Et le plaidoyer que nous formulons auprès de la société civile, c'est que ces entreprises-là, ou alors que ces domaines, ces infrastructures-là ne soient pas des éléphants blancs. Est-ce que ce processus qui est engagé et qui attend les derniers réglages, est-ce que ça peut nous amener à penser qu'on aura constamment de l'énergie à la maison, que les entreprises qui en ont besoin pour leurs activités auront de l'énergie suffisamment, et que, à la limite, c'est vrai que le prix, quand on parle du prix du kilowatt, c'est plusieurs acteurs à la fois, et que le prix pourra baisser, parce que pour moi, consommateur lambda, c'est ce que j'attends. Qu'on ne me dise pas que c'est parti, c'est arrivé, et puis après, je réponds en 30 secondes. Le Cameroun a énormément investi dans le domaine de l'énergie. L'un des problèmes majeurs aujourd'hui, c'est la transportation le transport de cette électricité vers les ménages. Et je pense que c'est là où l'État doit véritablement investir aujourd'hui. Et je sais que les autorités de Sonatrel sont en train de faire un travail pour s'assurer qu'avec tous les barrages construits partout dans le pays, cette énergie arrive à tout le monde. Et je pense que Serge, rapidement, un dernier mot sur le sujet. Donnera une idée. Non, disons que nous devons ne pas nous tromper d'enjeux et de problèmes. Tout à fait. Séverin, qui nous accueille ici ce jour, nous demande s'il va y avoir une amélioration de la qualité de service, à la fois de la quantité d'énergie mise à disposition et de la qualité en termes de stabilité et tout ça. À cette question-là, je réponds probablement non. Probablement non. Parce que notre État n'a pas le savoir-faire, n'a pas le leadership, n'a même pas les ressources, n'a pas Je pense qu'il faut relativiser ça. Ça ne manque pas totalement. Il y a une partie. Nous avons à peu près 100... Je dis ceci, non, les chiffres ne mentent pas. Nous avons à peu près 150 entreprises et établissements publics au Cameroun. Il y a 11 seulement qui sont bénéficiaires. Vous savez ça? Il y en a 11. C'est-à-dire que le secteur public camerounais coûte au trésor public, à l'État, aux ressources publiques, coûte 380 milliards de subventions par an. Nous avons un déficit de 380 milliards. En Côte d'Ivoire, c'est 88 milliards de bénéfices. Donc, il faut savoir de quoi on parle. Une fois qu'on va reverser Eneo dedans, nous allons avoir les mêmes problèmes de gouvernance, et je ne suis pas sûr que... C'est là où on ne se comprend pas. Non, c'est pas qu'on ne se comprend pas. On a deux visions qui sont différentes. Sûr, voilà. Donc, c'est pas qu'on ne se comprend, on se comprend parfaitement. Mais je dis simplement qu'en l'état actuel de notre gouvernance, s'il n'y a pas d'une amélioration substantielle, parce que la question de l'énergie est une question d'animation du gouvernement, parce que en fait, l'étagement et l'étalement des interventions est tellement important qu'il faut un très fort leadership. Si tu me permets, je dis, avec la nationalisation des néo, il faut dire ça comme ça, l'appeler ainsi, c'est choquant, mais il faut dire ainsi. L'État du Cameroun a la possibilité de refaire sa stratégie. Oui. Mais l'État actuel n'a pas de compétence. Non, il y en a. Non, il n'a ni la compétence ni le leadership. Je ne veux pas de volonté, je comprendrai. C'est une possibilité. Et surtout, avec la décentralisation qui est en cours. Mais vous êtes dans les théories. C'est pas la théorie, la décentralisation, c'est la théorie. Et aujourd'hui, regardez dans les villes, allez dans les mairies, vous allez voir. Causez avec les maires, j'étais au GECOM. Vous allez comprendre les problèmes des maires. Comment, ce qu'ils attendent. Ça veut dire qu'avec les eurosceptiques qui sont, comment vous appelez, les écolo-sceptiques qui sont venus, c'est une possibilité d'utiliser toutes les ressources à la disposition pour que la population
dans son ensemble, accès je vous à comprends. l'énergie. Dans ce sens, je te donne les crédits en disant que parce qu'il y a certains endroits qu'on voulait faire les investissements énergétiques, mais comme nos partenaires internationaux ne trouvaient pas le profit là-bas, ils disent tel projet on ne peut pas investir parce qu'on n'aura pas. Maintenant, l'État va dire peut-être à Menchoum, pour régler les problèmes dans le Nord, on va le faire. Voilà, maintenant, à Manfé, comme on ne voulait pas peut-être, on va le faire. Non, mais ça c'est autre chose. Vous savez ce qui s'est passé à Meki? Non, ça c'est autre chose. C'est des problèmes de leadership et de compétences. Avec un sommet qui tient tout, centralisme à outrance, on va arriver à là. Je pense. Mais c'est de ça que je parle. Maintenant, quand on est décentralisé, il y a la possibilité de créer des ministres. Mais pourquoi vous spéculez sur des choses qui ne sont pas visibles, qui ne sont pas opérationnelles? Ça va se faire. Ça va se faire. Excusez-moi, tout va le moment où le Cameroun maintenant en met. Il est inscrit. Ça va se faire à quel moment? Il est inscrit dans la logique de la Constitution qu'on va appliquer les choses progressivement. Mais ça, c'est autre chose. On peut pas être là du moment où le Cameroun aujourd'hui a la même mise sur la gestion de son énergie, il revient au Cameroun prioritairement de redéfinir comment il se projette. Vous êtes dans la spéculation. C'est pas la stratégie. La spéculation. C'est la stratégie qui précède l'action. Il ne faut jamais l'oublier. Et il nous parle de stratégie ici. C'est ça qu'il faut faire maintenant. Lui, il demande, est-ce qu'à la fin du mois, on va l'avoir. Oui, auront plus d'énergie? Dans un proche avenir, ça sera. À ça, je réponds non. Maintenant, non. Mais dans 2 ans, si l'État du Cameroun a la volonté les anglo-saxons, voilà, on va continuer à suivre cette actualité qui est intéressante pour tout le monde. Nous sommes tous des consommateurs de l'énergie ici. En même temps, on doit tenir compte de ce qui se passe au-dessus du consommateur lambda, parce que les grandes décisions, ça se prend là-bas et elles nous reviennent. Le journal Le Drapeau parle du succès des examens de cette année. Ce journal nous rappelle que le ministre des Enseignements secondaires veille. Le journal de Carole Tamba nous dit que le professeur Nalouva Lyonga, accompagné de ses collaborateurs, a effectué une visite inopinée dans plusieurs centres d'examen du Fundi. Cette descente visait, précise le jour, à s'assurer du bon déroulement des épreuves, notamment le BPC, le CAP, le JCI, sur le plan national, dans un climat de discipline et d'équité. À l'opposé de cette lecture, le quotidien Mutation, le mardi dernier, titre « Fuite d'épreuves, le bac prend de l'eau ». Alors qu'on croyait le phénomène révolu, l'organisation de la session 2025 est de nouveau entachée, suscitant une avalanche d'interrogations. Selon plusieurs sources, les épreuves d'anglais, de mathématiques, de terminales C&D, qui devaient passer en journée, se sont retrouvées corrigées à l'appui sur Telegram aux premières heures du petit matin. Alors, Anissé, vous êtes enseignant. Oui. Ça vous a touché ? Est-ce que cette information est fondée d'ailleurs? Pas vraiment, non. Je pense que vous faites bien de parler de soupçons de faute, parce que jusqu'ici, il n'y a eu aucune, c'est-à-dire les voies les plus autorisées n'ont pas communiqué sur la question, et il n'y a pas eu, c'est pas moi, de preuves palpantes pour pouvoir confirmer qu'il y a eu faute. Mais puisque vous nous invitez ce soir à discuter sur la question, je pense qu'il revient à l'État central de prendre des mesures pour permettre à ce que nos examens officiels aient une crédibilité. Une fois que je l'ai dit... Le ministère a pris des mesures, l'Office du bac a pris des mesures. On a entendu par exemple l'entrée en vigueur du code QR, qui est une mesure de sécurité. Ça veut dire que là-bas on travaille. Mais ma préoccupation, c'est que vous qui êtes enseignant, comment on n'arrive pas à cerner ce problème, à l'éloigner un peu de nous? J'y arrivais. C'est la raison pour laquelle je parlais de l'État central. Parce que, voyez-vous, l'Office du baccalauréat, pour ne parler que de cet organe-là, a des pôles dans chaque région. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons fait ce plaidoyer-là dans d'autres plateaux pour dire qu'en fait, nous sommes à l'aide de la décentralisation. Il ne sert plus à rien de concentrer tout à Yaoundé. On peut régionaliser l'organisation des examens au Cameroun, que ce soit l'ADEC, que ce soit l'Office du baccalauréat ou alors le GC Board. On peut permettre à ce qu'aujourd'hui, nous avons dans chaque centre écrit d'examen, nous avons ce qu'on appelle les salles informatiques. Et on peut permettre à ce que l'Office du baccalauréat puisse installer, c'est-à-dire des appareils dans ces centres-là, permettant à ce qu'on ne parte plus avec les épreuves de Yaoundé, mais que les épreuves puissent être tirées en temps réel et distribué aux élèves. Parce que voyez-vous, lorsque les épreuves partent de Yaoundé pour Tokombele ou alors, je ne sais pas moi, pour Sanchou, on ne sait pas ce qui peut advenir en route. Donc, on peut
permettre à ce que cette organisation-là se fasse de manière sectorielle ou alors de manière régionale et permettre aux uns et aux autres de pouvoir composer sans qu'il y ait un soupçon de fraude ou alors de quoi que ce soit. Et maintenant, la régionalisation peut se faire autrement. Parce que, voyez-vous, il ne sert à rien de dire non. Vous êtes déjà sur les propositions pour endiguer le mal. Je voudrais quand même entendre les autres sur cette question. Si la fraude venait à être confirmée, si ça s'est passé tel qu'on le dit, ça devient une tradition. Chaque année, cette question-là revient. C'est pour ça, nous sommes parents ici, nous sommes partie intégrante de la chaîne éducative. Ça nous touche aussi. Comment c'est né ce problème? La fraude à l'examen, comme la fraude à l'électricité, comme la fraude à l'élection, comme la fraude bancaire, n'a pas commencé aujourd'hui, ne va jamais finir en attendant l'arrivée de Jésus pour ceux qui en croient au christianisme. Quand j'ai déjà dit ça, chaque pays, comme la prostitution, ça ne va jamais finir. Ce qui est intéressant, c'est les mesures prises pour continuer chaque fois qu'on veut dépasser les systèmes normaux établis ou bien normaux établis. Moi, je sais que l'administration camerounaise aujourd'hui a fortement investi dans le domaine de la technologie et au ministère des enseignements secondaires en particulier, de s'assurer. Ce n'est pas vrai. Donc il n'y a pas fraude alors. J'arrive. Pour s'assurer que la fraude récurrente aux examens soit officiel, il faut préciser, officiel. Quel que soit l'examen que vous voulez dire. Si vous voulez prendre JC et baccalauréat comme les points focaux aujourd'hui pour en discuter, je suis d'accord avec vous. Ces mesures sont louables. Mais à l'ère de la technologie, il y a toujours les gens qui dépassent toujours les mesures établies. Vous touchez un point qui me semble extrêmement intéressant. Comme souvent, vous avez de très bonnes intuitions. Regardons un peu la cartographie du Cameroun. Le Cameroun, c'est actuellement à peu près 12 600 km de backbone, ce qu'on appelle de déploiement de fibre optique. D'accord ? C'est-à-dire que nous avons entre 115 et 120 arrondissements qui sont touchés. Tous les départements sont touchés. Donc, nominalement, nous avons un pays qui est arrosé, qui est innervé par la fibre optique. Mais la traduction de cette fibre optique, ça doit être une amélioration de la qualité du service rendu aux citoyens. Et l'amélioration de la qualité des procédures, notamment de l'administration. Lié ça à la fraude. Ce sont des données qu'il faut prendre en compte pour dire comment on gère ce matériau, comment on gère cette statistique-là. Mais maintenant, pour parler de la fraude... Serge Alain, dans un pays aussi développé que la France, je vous partage avec vous ce que j'ai lu dans le journal L'Observateur, qui indique que les examens du baccalauréat 2025 se sont déroulés sous haute surveillance, donc avec cette technologie. Malheureusement, les services de la Sécurité nationale ont interpellé 118 personnes, dont les mineurs et des femmes, pour des faits liés à la triche, souvent orchestrés via des moyens technologiques sophistiqués. Et une opération coordonnée avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire a permis de voir un peu les failles. Est-ce que c'est le même problème que nous avons? C'est-à-dire qu'on a un système... Non, nous n'avons pas le même problème. Ce n'est absolument pas le même problème. Nous avons, moi je ne connais même pas pays qui a un système de fraude aussi généralisé qu'au Cameroun. Qu'est-ce qui n'est pas fraudé? Les permis sont faux, les actes de naissance sont faux, la bière est fausse. Non, laissez-moi. Je dis ceci. Est-ce qu'il y a un domaine de la vie publique? Je redis. Est-ce qu'il y a un domaine de la vie publique où le faux? Serge, vous savez pourquoi? Écoutez. Si on veut décrire le Cameroun comme le sommet de la fraude, vous savez pourquoi? Jusqu'à aujourd'hui, Donald Trump n'a jamais accepté que Joe Biden a gagné des élections. C'est parce qu'il estime que le système électoral américain est le plus corrompu de la planète. Et jusqu'à aujourd'hui, il a encore au tribunal pour dire qu'il avait gagné des élections de 2016. Excusez-moi. Vous voyez ce que le président Trump vient de publier à Harvard en disant que l'université la plus corrompue de la planète, c'est Harvard University. On ne peut pas... Oui, je rentre au Cameroun. On ne peut pas accepter qu'au Cameroun, tout est faux. Nous acceptons notre système est corrompu. Notre système est corrompu. Il y a les éléments de la fraude que nous prenons les mesures chaque fois de les réduire à la simple expression.
pour dire ce que vous dites là, je ne suis pas d'accord avec vous. Non. Tous les documents administratifs sont trafiqués. Non, excusez, c'est vrai. Vous avez constaté qu'entre nous sur ce plateau, on dit qu'il pourrait y avoir fraude. Mais que disent les réseaux sociaux? Il y a des narratifs qui montrent qu'effectivement il y a une fraude. Ce n'est pas sur ce plateau qu'on va dire que c'était sur Mars. C'est à Douala, dans des lycées bien énumérés, où on raconte ce qui s'est passé dans les salles d'examen. Encore qu'il faut prendre ce qui vient des réseaux sociaux. L'enseignant qui est proche du milieu de l'éducation nous a dit qu'on n'a pas encore les éléments. Nous nous limitons à ce que les journaux ont avancé. Donc vraiment, nous n'affirmons pas de manière péremptoire. Comme le professeur n'a pas affirmé, restons dans sa logique. C'est pas dans sa logique, il faut dire ce qui est vrai. Je vous en prie, la vérité, permettez, monsieur. Non, c'est pas. C'est pour dire que n'oublions pas qu'en 2020, il y a eu 7 sanctions. C'est vrai ou c'est faux? De fraude au Cameroun. 7. 7 sanctions des personnels. À l'OBC, il faut reconnaître. Oui, au niveau de la surveillance. D'accord. Il y a des bavures comme celle-là qui peuvent arriver. Qualifie comme tu veux. Qualifie comme tu veux. En cause la crédibilité et l'efficacité du système éducatif. Il y a des hommes politiques sur le plateau ce soir. Tu pensais qu'on parlait d'enseignement, les discours politiques qui sont partout. Non, mais c'est vous qui êtes politique. Donc j'évolue. Non, mais c'est vous qui êtes politique. J'évolue. Je m'abstiens de parler de politique sur ce plateau ce soir concernant l'enseignement. Parce que c'est ce qui nous a de plus cher. C'est pourquoi je parle de l'école avant tant d'énergie. Parce que c'est ce que nous avons de plus cher à l'école du Cameroun. C'est la meilleure dans la région. Hein. Pas simplement dans la région, dans le monde entier. J'ai l'impression que les gens veulent désosser cette école-là. Avec le propos que vous tenez sur ce plateau, en disant que vous avez les plus gros tricheurs. Peut-être vous avez triché, mais nous n'avons pas triché. J'évolue. Donc, il faudrait que l'État revienne. Écoutez bien, il faudrait que l'État revienne au sein de cette affaire en sanctionnant sans délai les fautifs. Mais ce sont les amis, mais ce sont des amis que tu veux protéger. Non, il faut les sanctionner sans faiblesse. Regardez ce que l'observatoire. Qu'est-ce que la France a fait? Ce que Séverin vient de lire. Sans délai, on dit mais voici les faussaires, on les a saisis et on les a frappés. Ça dure depuis le mois de mai. Nous sommes aujourd'hui le 6. Mais ce n'est pas toutes les sanctions qui sont communiquées publiquement. Non, il faut communiquer. C'est précisément là où il faut communiquer. Je suis désolé. Je vous donne un corps dans ces pays. On punit les gens chaque jour que Dieu a créé. La police, est-ce que vous voyez ça chaque jour? Ça, c'est une vérité. Comme la gendarmerie nationale. C'est pédagogique. Ceux qui gèrent ne sont pas en train de dormir. C'est pédagogique. Tout est faux. C'est pédagogique. Quand j'ai composé le baccalauréat de ce pays, mais monsieur, on passe les nuits à la belle, est en train de lire. Et je vois encore des gens aujourd'hui travailler à cela. Il ne faudrait pas que quelques errements nous poussent à globaliser. Tout à fait. Ça, il faut éviter cela. Et dire clairement qu'au ministre ou dans son secteur qu'il ne faut pas traîner avec cette situation. On va dire, c'est toujours comme cela. Il faut sanctionner et sans merci. Écoutez, à l'office du bac, on sait que dans le service de la reprographie, c'est là où ça passe souvent. C'est là où on allume la mèche et les épreuves se trouvent à l'extérieur. Alors on le sait depuis 20 ans. Pourquoi depuis 20 ans la même situation perdure? Ce n'est pas toutes les années. Je suis désolé. Mais comment? C'est pas toutes les années. Il ne faut pas exagérer aussi. Ça veut dire qu'il faut... Généralement, ça va de la reprographie. Et si les épreuves se trouvent où un enfant prend l'épreuve, corrige, et coule les épreuves dans... Comment vous appelez ça? Les solutions sous sa tenue. Vous comprenez que c'est un cancre. Sans nom, excusez-moi du vocabulaire. Et là, il faut le saisir, le cuisiner rapidement. Il faut s'adresser à qui? Il faut s'adresser au responsable. Je peux le faire moi je reste sur ce plateau. Il y a quelqu'un qui doit le faire, non? Que la personne fasse son travail. Et sans délai. La personne, c'est qui? C'est les ministres. Vous me demandez la personne. C'est les ministres en charge du secteur de l'éducation. Quand même, vous aussi. Alors, je pose la question, comment sortir de là? Parce que c'est un problème récurrent, il revient tout le temps. Quelle est la solution? Vous avez commencé à évoquer quelques solutions. Il faut décentraliser. Permettez d'abord de redire ce que j'ai dit tout à l'heure. On n'a pas... Un peu de mots, parce qu'on n'a pas... Si vous l'avez déjà dit. Personne ne peut nier sur ce plateau qu'il peut avoir des cas de fraude. On n'a pas dit que le système est clean, comme les anglo-saxons disent. Mais... on n'a pas des éléments probants pour cette année-ci pour dire qu'effectivement, il y a une fraude. Et je pense qu'il faut condamner à juste valeur des enseignants ou alors des personnels qui s'aventuraient dans cette... qui peuvent s'aventurer dans cette... Le quotidien Mutation, c'est quand même un journal sérieux, hein, quand il tire... Je suis d'accord avec vous, mais le quotidien Mutation n'est pas dans l'organisation
des examens au Cameroun. Non, il faut aussi défendre à ce niveau qui dit que mutation manque. Je ne peux pas accepter ça. Non, je n'ai pas dit que mutation manque. Vous avez l'impression de le faire. Mais j'ai dit la voie la plus autorisée est celle soit de l'OBC ou alors du ministère des Enseignements secondaires pour ce qui est du baccalauréat au Cameroun. Maintenant, vous nous appelez à évoquer des solutions. Oui. Je disais tout à l'heure qu'il faut faire la régionalisation. La régionalisation peut se faire sur deux pans. Soit sur le plan organisationnel, ça veut dire que les antennes régionales de l'OBC qui sont installées dans nos différentes régions peuvent prendre les choses en main et installer les différents centres de reprographie des épreuves dans d'installer. C'est ça que j'ai dit, délocaliser. Voilà. Oui. Dans les sous-centres écrits de telle manière qu'au niveau de l'OBC, on peut envoyer l'épreuve en temps réel et que cette épreuve-là soit reprographiée et donnée directement au candidat. Maintenant, la régionalisation peut avoir un autre pan. Voyez-vous, il ne sert à rien de laisser le système en l'état actuel, c'est-à-dire homogénéiser le système. Parce que, voyez-vous, dans notre système éducatif, on vous parle des zones à éducation prioritaire. Ça veut dire qu'en fait, il y a certaines zones qui n'ont pas les mêmes chances pour avoir, certains enfants qui sont dans ces zones-là, qui n'ont pas les mêmes chances pour avoir la même éducation que ceux de Yaoundé ou bien ceux de Douala. Et je pense donc qu'on peut penser à la décentralisation ou alors à la régionalisation de la certification. Ça veut dire que chaque région peut avoir ses épreuves. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que ces épreuves, chaque région peut avoir ses épreuves, mais qui obéissent au canon de l'organisation de l'office du baccalauréat. Parce que vous allez comprendre pourquoi. Lorsqu'il y a fraude, par exemple, s'il faut reprendre l'épreuve sur tout l'étendue du territoire national, vous allez voir que cela engage beaucoup de ressources, qu'elles soient financières ou alors humaines. Or, si il y a eu fraude à Yaoundé, je dis n'importe quoi, on peut décider de reprendre les épreuves dans le centre. Cela éviterait la reprise des épreuves dans le littoral, dans le sud-ouest, etc. Et je pense qu'il faut aller dans cette voie-là. Et maintenant... Je vais m'opposer directement. Oui. Excusez-moi. Je m'oppose à cette politique directement. Vite, hein. Vous savez, et je reviens, vous savez pourquoi il y a les problèmes dans le nord-ouest et du sud-ouest? Parce que pendant 60 ans, on a mis deux systèmes d'éducation où on n'enseignait pas les mêmes choses. Non, personne n'a parlé de deux systèmes. Excusez-moi. Oui. Où on n'enseignait pas pratiquement les mêmes. On n'enseignait pas pratiquement les mêmes choses. Oui. C'est pour cette raison que quand on arrive à l'université, quand on veut parler de l'histoire du Cameroun, les francophones sont complètement blancs sur le côté anglophone du pays. Et quand on veut prendre les décisions, ça produit ce qu'on a aujourd'hui. Pas compris. Quand vous voulez dire qu'on peut régionaliser les examens, non. Faisons un examen commun avec le même cursus scolaire, avec les mêmes enseignements, mais mettez simplement les outils qui permettent tout le monde d'avoir le même matériel en même temps. Permettez-moi, en une minute, vous ne m'avez pas compris. Vous ne m'avez pas compris. Moi, j'ai par exemple un baccalauréat C de 2009. Et vous allez comprendre que tous ceux qui ont composé le baccalauréat C de 2009 avec deux épreuves de mathématiques, il y a une épreuve qui a été composée à Yaoundé et il y a une épreuve qui a été composée dans les lieux reculés. Allez vérifier cela, vous allez voir. Or, le système est le même. Ça veut dire que vous avez les mêmes enseignements, mais l'épreuve peut différer. Je n'ai pas dit que le système, c'est-à-dire on délocalise le système au niveau des régions. L'organisation des épreuves éducatives peut être différente. C'est vrai pour vous, la fraude, c'est dans le corps social. Oui, mais quand même, il faut penser sortir de là un jour. Oui, on finira évidemment par sortir de là lorsqu'on aura fait un énorme aggiornamento de notre société. Le chemin, non, il n'y a pas un chemin qui soit donné comme une baguette magique, bien sûr. Non, ce que nous devons, pour le moment, ce sont les constatations qui sont importantes. Les constatations, c'est que nous avons proliféré des pratiques de fraude à des niveaux extrêmement importants et qui ont fini par toucher l'ensemble du corps social. C'est de ça que je parle. Je ne dis pas que nous sommes plus corrompus ou moins corrompus que d'autres. Il se trouve simplement qu'aujourd'hui, le Camerounais et les Camerounais ont une insécurité dans leur rapport quotidien. C'est-à-dire que lorsque vous tendez un billet de 500 francs à une jeune dame pour acheter des bananes, elle va le tourner sous le soleil pour le regarder par 4 fois. Et c'est l'ensemble des interactions que nous avons qui sont prises sous cela parce qu'il y a un soupçon, parce qu'il y a une incertitude sur la question de la vérité. La question de la vérité. Donc, nous devons retravailler notre rapport à la vérité. Et peut-être que ce n'est pas la religion que ça passera, j'en sais rien. Mais c'est de ça que je parle. Parce que j'en dis encore, malheureusement, lorsque vous achetez une voiture en occasion, peu importe ce que vous achetez, peu importe les échanges que vous avez sur le champ social, vous êtes toujours perlé d'un risque de ce qu'il y ait eu une manipulation. D'autant, le baccalauréat, malheureusement, se retrouve dans cette architecture générale-là. Et ce n'est que ce que...
que je propose, une seule. Ça veut dire que, quelle que soit la régionalisation ou bien le centralisme dont nous vivons aujourd'hui, l'unique préoccupation, c'est de sanctionner avec toute la vigueur possible. Bien évidemment. Toute dérive. Ok. Mais on ne viendra pas exposer les sanctions sur la place publique. Dérive. Au besoin de faire. Non. Excusez-moi, monsieur. Au besoin de faire au journal de 13h à 20h, les mettre sur la place publique. C'est comme si on les fusillait. C'est un attentat à ce que nous avons de plus cher. C'est l'école. Vous avez lu l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane? Oui. Et vous dites cela avec la... Non, nos enfants, c'est l'école. Ça les socialise. Et donc voilà ce que j'ai à dire comme proposition. Nous amorçons la dernière partie de ce programme qui porte sur la présidentielle d'octobre 2025. Nous allons vers la convocation du corps électoral. Mais en attendant, ce qui a préoccupé la presse cette semaine, c'est le meeting du leader du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, tenu à Paris, place de la République. Mutation écrit Kamto à Paris, l'appel au peuple. À la une du quotidien Le Jour, on peut lire alternance, Kamto garantit sa protection à Paul Biya et à sa famille. Pour la nouvelle, Kamto prépare l'insurrection populaire, un homme dangereux du point de vue du journal Repère. L'info à chaud reprend à sa une déclaration entendue à ce meeting qu'il nous laisse la possibilité d'organiser nos meetings au Cameroun et on fera 10 fois plus que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Le billet hebdomadaire de National Post titre « Biya, loyaliste mock Kamto Dream ». Mais avec un peu de recul aujourd'hui, est-ce que vous pouvez comprendre l'opportunité de ce meeting? Je commence par dire une chose, parce qu'il faut restituer la vérité quand même sans... Il ne faut pas tricher quand même. Nous sommes dimanche, il faut dire la vérité aux Camerounais. Il faut se laver la langue avec du cidre pour ne pas mentir. Au sein de l'Union démocratique du Cameroun, nous avons une préoccupation. C'est que nous faisons la politique avec une certaine éthique. Nous pensons que la politique est faite pour les Camerounais et par les Camerounais. Et que la politique n'est pas un jeu qui devait créer des frictions, des divisions et des haines. Non. Nous avons, surtout de la fonction présidentielle, une très haute estime. Ceci dit, je trouve que depuis le meeting que certains ont qualifié de minable, d'autres qualifient de géant, d'autres qualifient comme ils voudront, ça a créé l'onde de choc, comme un journal a titré au Cameroun. Effectivement, oui, parce que vous avez regardé que 2 ministres de la République sont sortis et ont fait des commentaires, je vais être entre guillemets passionné. Il faut voir, ça veut dire que ce n'était pas rien. Je ne sais pas si je suis en train de répondre à la question de Séverin. Et en même temps, sur d'autres plateformes politiques qui existaient au Cameroun, il y a eu l'onde de choc. Ça n'a pas touché seulement le gouvernement, mais par exemple, le groupe de Douala dont parlait Séverin tout à l'heure, il y a eu tout de suite des décisions qui ont été prises, surtout à partir du professeur Abba Yono, qui était à Paris, il faut le dire, qui a fait cause pour la candidature du leader du MRC. Donc pour nous, en interne, je crois que c'est un départ qui annonce que la présidentielle de 2025 va être une élection assez animée. C'est une élection assez particulière. Pour 2 raisons, si Séverin me permet d'évoquer rapidement, même s'il me donne plus la parole, je ne serai pas mal à l'aise. Premièrement, c'est la première fois où nous tenons une élection où les grosses pointures sont en situation délicate. Ça, j'emploie les termes politiques pour que chacun y mette ce qu'il voudra. En posture délicate. Deuxièmement. Et surtout, je vais citer les 2 pointures. Vous avez les 3 postures de la place. Le PCRN est à caution, le MRC est à caution, le RDPC est à caution. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire 3 mastodontes qui sont en situation difficile à la veille de l'élection. Deuxième élément que je m'en vais convoquer sur ce plateau, c'est que nous sommes à la veille d'une élection particulière également parce que je n'ai jamais vu Elecam contester comme cette fois-ci. Vous avez tenu une phrase qui, je pensais que c'est l'orientation que vous preniez. Vous dites que dans votre parti,
la politique, c'est pour les Camerounais, c'est au Cameroun. Je pensais que vous parliez du meeting de non, mais lorsque nous avons vu le professeur Maurice Kamto tenir son meeting, nous pensions et nous pensons jusqu'à aujourd'hui que c'est au sein de la diaspora camerounaise. S'il y a des gens qui n'ont pas de Cameroun à l'intérieur, là, écoutez, nous ne sommes pas concernés. Alors, l'opportunité de ce meeting? Oui, je pense que ce meeting était opportun. C'est ce que nous demandons aux partis politiques d'animer l'espace politique, parce que vous avez des partis politiques aujourd'hui qui ne sortent que lorsqu'il y a une programmation de l'élection présidentielle. Et ce n'est pas à nous ici sur le plateau de juger de l'opportunité ou non de l'organisation d'un tel meeting, parce que je pense que le MRC a un directoire et il a trouvé opportun en ce moment-là d'aller à la rencontre de la diaspora pour faire ce meeting-là. Encore plus que l'heure est à la collecte des fonds. Anissé, vous savez que ceux qui ont fait les commentaires sur ce meeting, ce n'est pas les militants du MRC. Non, permettez-moi, j'y arrive. Donc, on a intérêt à nous poser des questions quand ça se passe. Oui, aussi. Je vous comprends. Voilà. C'est pour ça que je disais que l'heure est à la collecte des fonds au sein du MRC. Et je pense qu'il était opportun que le professeur Maurice Kamto aille auprès de la diaspora, leur demander de renflouer l'assiette pour que la cagnotte soit élevée et que sa campagne et la caution de sa candidature soit effective. Maintenant, on peut faire une analyse des contenus du discours du professeur Maurice Kamto. Je vais interpeller Serge à ce sujet. Le choix du lieu du meeting ne me semble pas anodin. Place de la République. Et dans les propos qui sont tenus, on relève cette déclaration du professeur Maurice Kamto. Je voudrais dire aux autorités de ce pays, la France, bien sûr, et en particulier de cette ville, Paris, évidemment, combien nous sommes reconnaissants de l'accueil qu'ils nous réservent à cette place de la République qui marque leur histoire et qui est peut-être le début de la nôtre jusqu'au pouvoir. Serge, vous avez publié au mois de mai un mini-documentaire qui explore la relation Cameroun-France à l'aune de la future présidentielle et qui permet de cerner, tout en s'interrogeant sur ce que pourrait être le rôle de Paris dans la sélection du futur locataire du palais d'études. Vous comprenez mieux le choix du lieu à ce moment? Ou bien vous voyez déjà les choses venir de cette manière-là? Disons que je m'en tiens simplement à ce qui est énoncé par le leader du MRC et par les autorités, les figures du MRC qui disent que le choix de Paris procède en fait d'un lieu qui, qui un lieu stratégique? Non, peut-être pas stratégique, mais qui où on peut plus facilement rassembler les Camerounais de l'Europe. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que, donc, on peut, en termes d'alluvions, on peut les amener plus facilement. L'autre chose, c'est que le MRC estime être réprimé sur le plan local. Nous sommes régulièrement au courant, souvent sur les réseaux sociaux et ailleurs, de ce que des meetings et des manifestations politiques sont interdites ici et là. Donc, ils estiment que Paris leur donne la neutralité et la possibilité effectivement de faire valoir leur force autant qu'ils le souhaitent. Donc, de ce point de vue, on peut les... Anissé le disait tout à l'heure, il est difficile pour nous de faire de l'exégèse un peu des raisons pour lesquelles ils ont choisi, mais on peut s'en tenir simplement à ce qu'ils ont énoncé. Bon, maintenant, Paris aussi est un endroit qui est extrêmement important en ce sens que c'est quand même le centre de gravité, hein, à la fois historique, diplomatique, stratégique, pour l'insertion du Cameroun sur la scène internationale. Et nous avons ce lien-là avec Paris dont il n'est pas nécessaire de redessiner ici la carte. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là. Et puis il y en a une autre, c'est que le leader du MRC n'est pas réputé avoir une relation extrêmement chaleureuse avec la France. Pour autant que je m'en souvienne, je ne l'ai pas vu souvent être reçu, comme c'est souvent le cas dans d'autres pays avec d'autres chefs de file d'opposition, être reçu par les autorités françaises ou bénéficier de faveurs particulières. Donc peut-être que pour lui également, c'est une façon de tendre la main aux autorités françaises, de dire si je viens sur votre territoire, c'est parce que demain je suis prêt à coopérer avec vous dans le cas où j'accède à la magistrature. Donc il y a plein de signaux, il y a plein de résonances, il y a plein d'interprétations qu'on peut faire à cette position. Mais ce choix, moi il me semble, moi qui ai un peu vécu en France quelques années, je pense que Paris offre la meilleure centralité, c'est le meilleur centre de gravité lorsqu'on est en Europe, et Paris offre aussi des infrastructures, c'est-à-dire que la place de la République, pour ceux qui connaissent un peu Paris, est un endroit vraiment très intéressant pour ce type de manifestation. Donc je trouve logique qu'il ait pu le faire là-bas. Au-delà de ce qu'on a vu,
venons-en maintenant au contenu des messages. C'est Anissé qui nous a envoyé vers là. Les propos entendus au cours du meeting de Paris font référence, par exemple, à l'accession du président sénégalais au pouvoir, Bassirou Diomaye Faye, son accession qui serait liée à la mort de ses concitoyens. Il y a eu une grosse polémique autour de la référence aux 50 morts du Sénégal. C'est vrai, permettez-moi de faire 3 lectures vis-à-vis ce qui a été dit à Paris et ce qui s'est passé à En très Paris. peu de temps, hein. Prenez pas beaucoup de temps pour que tout le monde puisse parler. Première lecture, en politique et en sciences politiques, il faut saisir le jeu pour comprendre l'enjeu. Si l'enjeu c'est être président de la République en 2025 et le jeu c'est l'élection présidentielle, il me semble inutile constitutionnellement d'aller faire un meeting de telle envergure dans un pays étranger. Deuxième chose, en sciences juridiques, donc je ne suis même pas un élève du professeur Maurice Kamto, il y a ce qu'on appelle le lege lata et le lege ferenda, la lettre de la loi et l'esprit de la loi. Là où il s'est tenu pour dire ce qu'il a dit, je voudrais simplement lui rappeler sur ses paroles que la place de la République, Paul Biya n'est pas Louis le XVI et Chantal Biya non plus Marie-Antoinette. Fin, troisième lecture, la communication électorale. Aujourd'hui, il faut savoir ce qu'on appelle la géopolitique des réseaux sociaux. Quand vous faites une allusion, encore qu'une allusion historique sombre, concernant la mort de certaines personnes pour une cause, et vous voulez appliquer ça psychologiquement dans un autre pays, il me semble que le contenu et la forme du professeur Maurice Kamto étaient déplacés. Politiquement, les actes posés sont corrects, mais en termes de la nationalité de la nation camerounaise, c'était dépassé. Et je comprends pourquoi le professeur Luc Sinjun lui a simplement rappelé l'essentiel. Luc Sinjun étant le conseiller spécial du président de la République et le technicien des politiques du palais. Oui, le professeur Sinjun disait qu'en substance, l'élection présidentielle permet au peuple d'exprimer sa souveraineté. Oui, j'en venais donc à l'analyse des contenus et là je suis d'accord avec Charles qui parle d'un exemple que prend le professeur Maurice Kamto sur le cas sénégalais. Je ne suis pas sûr que même le Sénégal aujourd'hui prendrait cet exemple-là parce que la vie humaine est sacrée. Il faut dire, hein, dans la littérature, l'abondante littérature que j'ai parcourue, voilà. C'est pas très gai de lire ce que les Sénégalais pensent de cette déclaration. La vie humaine est sacrée et nul n'a le droit d'ôter la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui s'est passé au Sénégal pour que Sonko et Diomaye Faye arrivent au pouvoir, même le Sénégal ne peut pas prendre cela pour exemple. Et je pense que le professeur Maurice Kamto a choqué l'opinion en prenant cela comme exemple. Et maintenant, un deuxième aspect que moi j'ai trouvé un peu ambigu, c'est dire au peuple que si nous ratons cette fois-ci, c'est de la faute du peuple. Je pense que nous sommes en démocratie. Et en démocratie, l'électorat ou alors le peuple est souverain. Ça veut dire que lorsqu'on va à une élection, on se charge de proposer son programme politique au peuple et c'est au peuple de décider si son programme politique sied à ses aspirations ou non. Il ne revient pas au professeur Maurice Kamto d'incriminer le peuple ou alors de faire du peuple une sorte de... Il parle à son public. Je parle à tous les Camerounais. Je parle à tous les Camerounais et également au professeur Maurice Kamto. Parce que souvenez-vous, je pense que le professeur Maurice Kamto a toujours eu ces dérives de la Grangère là. Et vous vous souvenez lors du débat le débat après la présidentielle. Au Conseil constitutionnel. Voilà. Lorsqu'il parlait du cas du concours Boulou. Moi je n'ai jamais compris jusqu'à aujourd'hui ce qu'il voulait dire. Est-ce à dire que le peuple Boulou vit dans l'opulence et les autres populations du Cameroun vivent dans, je sais pas moi, dans la pauvreté? Moi je n'ai pas compris. Nous savons tous que ceux qui dirigent ce pays, en fait, c'est une minorité. Et s'il y a une paupérisation, elle appartient à tout le peuple. Ce n'est pas les populations boulot qui sont dans l'opulence et les populations des autres conflits qui sont dans la pauvreté. Alors, Léo, sur le contenu, est-ce qu'on a entendu
allait dans le sens souhaité, parce que le sens souhaité pour le leader du MRC, c'était, il y avait la mobilisation des fonds, il y avait cet échange qu'il devait avoir, oui, mais maintenant, est-ce qu'à travers cette... Il faut que je dise quelque chose parce que la avant. presse a choisi justement ce qui fait mal, hein. La presse ne s'intéresse pas beaucoup à la population, aux gens qui sont venus, les images qui circulent, c'est des citoyens parfois qui piétinent les drapeaux, c'est pour dire on a mal parlé du Sénégal, etc. Est-ce que le discours, le contenu des discours aide le MRC dans sa marche vers la présidentielle? Oui, chaque leader... Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'ils ne seront pas à la présidentielle, hein. Mais tu es libre, mais nous, on n'a pas de problème. C'est le Conseil constitutionnel qui a le dernier mot. Nous n'en sommes pas ici. Je voyais que ça, c'est un acteur politique, je ne savais pas. Non, il faut être ouvert. Non, je respecte simplement les lois. Allez-y. Donc, c'est pour dire que chaque acteur politique est responsable de sa stratégie politique. Et cette stratégie-là, c'est dans le discours. C'est dans les gestes, c'est dans la posture. Mais lorsqu'on vient choquer la conscience, je vous en prie, monsieur, je vous en prie. Peut-être ça vous a choqué, d'autres ça a été satisfait. Quand savez-vous? Vous étiez choqué. Peut-être d'autres étaient satisfaits. C'est pourquoi je dis qu'en tant qu'acteur politique, il ne faut pas rentrer là sur le discours quand vous venez de l'église. Je suis désolé. Vous comprenez? Ça veut dire que lorsque notre politique parle, il y a des présupposés, il y a des choses expressément dites et d'autres qui ne le sont pas. Et il est responsable de ce qu'il fait. J'ai d'entame pris soin de vous dire que à l'Union démocratique pour le Cameroun, du Cameroun pour lequel je parle souvent, démocratique du Cameroun pour lequel je parle souvent, nous sommes responsables de l'avenir du peuple camerounais. Et tout ce qui peut venir être contre le bonheur, le bien-être du Cameroun, nous combattons sans réserve. C'est pourquoi le régime actuel, nous le combattons. Parce que nous pensons qu'il n'a pas travaillé au mieux au bonheur des Camerounais quand nous voyons la misère ambiante. Et les allusions place de la République. J'en arrive là. Je veux dire que par rapport à son discours à la place de la République, j'ai lu même qu'il y a quelqu'un qui a porté plainte. J'ai lu dans les réseaux sociaux, je ne sais pas de quoi il en est question, ce qu'il en retourne. Un acteur de la société civile. Oui, qu'il a porté plainte, etc. Il a dit qu'il a donné, on a donné 50, qui a dit qu'il y a eu 50 morts. Mais je m'interroge quand même. Est-ce qu'en disant que le cas sénégalais a produit 50 morts, il faudrait pas en arriver à cet exemple-là? Ça veut dire qu'il faudrait demander que les Camerounais meurent? C'est une interrogation qu'il faut avoir, je pense. Mais nous sommes en politique. Moins d'un cartable, l'adversaire prend ça à son compte. Ça, il faut le dire. Donc, pour moi, je pense, Séverin, que le professeur Maurice Kamto, lui seul, pourra mieux expliciter à la presse la profondeur de sa pensée. Bon, maintenant, est-ce qu'il, en le faisant, il titille nos lois, il va à l'encontre des lois camerounaises? Ça, c'est la question majeure pour nous. Mais en ce qui me concerne maintenant, parlant parce qu'il faut toujours se dire que nous sommes dans un contexte électoral. Il ne faut pas perdre de vue cela, que nous sommes dans un contexte, ça veut dire de marchandage. Vous qui êtes politique, de marchandage. On est dans le marché politique. Tout à fait. Qui va donner rapidement les... Vous voyez comment, au niveau du gouvernement, personne ne dort. Si tout le grand Luc descend, le grand Luc, c'est une journée descend pour parler de ces choses. Le Saint-Luc, il est mon enseignant, ça je vous le dis. À l'époque, le Saint-Luc c'était mon enseignant, à l'université en 3e année, le professeur Kamto m'a enseigné, tous ces beaux mondes-là, c'est avec respect que je parle d'eux. Quand ils descendent pour parler de ces choses, nous comprenons que quelque part il y a le feu. Il faut savoir ce qui se passe. Émergence, justement, parlait de l'onde de choc jusqu'à Yaoundé. L'info à chaud confirme que le professeur Abayono est exclu du groupe de Douala parce qu'il a apporté son soutien au professeur Kamto. Finalement, le meeting de Paris est à l'origine du déchirement qu'on observe actuellement au sein du groupe de Douala. Volé en éclat. Moi, je ne dis pas ça. Je n'ai pas les preuves que ce regroupement-là n'existe plus. Anissé Kani et Sam Baka ne s'entendent plus sur la question du soutien du professeur Abayono au professeur Kamto. On voit ça venir, c'est un épiphénomène, ça n'a pas de sens. Oui, c'est tout à fait prévisible non pas pour la nature qu'est le mouvement du groupe de Douala, mais c'est un contrepoint de la figure de Maurice Kamto. Maurice Kamto est une figure de radicalité, en ce sens que ce n'est pas forcément que lui il est radical, mais les gens
se positionnent autour de lui, auprès de lui de façon radicale. C'est-à-dire qu'à la fois ceux qui l'aiment et ceux qui ne l'aiment pas. La conséquence, c'est que ça conduit dans cette extrême polarité qu'il y a sur le champ politique camerounais où nécessairement ce sont ces deux pompes aspirantes. Soit on est extrêmement et radicalement pro-Biya, soit on est extrêmement et radicalement pro-Kamto. Donc c'est vraiment ce centre de gravité. Et le discours qu'il a émis à Paris, qu'il a prononcé à Paris, est interprété à l'aune de ces radicalités-là, tout simplement. Donc, ce n'est pas forcément qu'il ait dit quelque chose d'extrêmement obscène, mais c'est que l'obscénité de ce discours va être interprétée selon la couleur, la position et les réverbérations, les développements, voilà, toutes ces flammes incendiaires vont être opposées à la mesure de ça. Donc, moi, je trouve que Maurice Kamto est une figure qui est obligé en réalité de générer, vous avez parlé de ces 50 morts et vous avez également parlé j'ai un peu oublié là, mais en fait il est obligé lui-même de générer cette radicalité et cette indexation sur la radicalité parce que en fait nous avons aussi deux figures, c'est le frère qui le rappelait, nous avons deux figures de radicalité également sur le champ public. Paul Biya, 43 ans de pouvoir, 92 ans, c'est une figure de radicalité, soit on aime, soit on n'aime pas. Et vous avez Maurice Kamto qui va être 70 ans ou un peu plus, je sais pas, ou un peu moins, j'en sais rien, 70 ans autour de là, et dont la radicalité également est que s'il ne passe pas là, c'est fichu pour lui, il ne sera plus jamais président de la République. Donc il est obligé d'amener soit ceux qui sont en répulsion complète du régime à se coaliser autour de lui, soit d'accentuer en fait la répulsion qu'il y a autour de la figure du président actuel. Donc, alors c'est qui se passe au sein... Je ne juge pas, je dis simplement de manière extrêmement simple les choses que lui, en termes de peut-être même pas de stratégie, mais de tactique, est obligé de faire. Alors, je ne juge pas. Ce qui se passe au sein du groupe de Douala, ça pose un problème de l'unité de l'opposition. On souhaite avoir quand même un candidat. Est-ce que... C'est vrai. Voyez-vous... je retire mon mot, s'il est beau. Mais si Charles me donne 2 petites secondes. En réalité, le meeting de Paris, c'est aussi le meeting de 2 échecs. Maurice Kamto, en 2018, pensait très sincèrement qu'il réussirait à terrasser le régime de Yaoundé. Donc, il a échoué. De façon établie, il a échoué. Au bout de 7 ans, il a échoué. Et le régime de Yaoundé a totalement échoué également dans sa volonté de contenir, d'endiguer, de limiter Maurice Kamto. Donc, c'est 2 échecs, en fait, qui sont traduits par ce meeting-là. C'est vraiment, c'est l'équipe de la terreur. Tout simplement. Notre société camerounaise, quand j'ai fait sa lecture... C'est la dernière prise de parole, Charles. Tout à fait. 30 secondes, parce que le temps... Notre société camerounaise, quand je regarde et j'analyse cette société psychologiquement, c'est une société où les caractères messianiques ne sont pas la bienvenue. Quand vous avez une attitude que vous êtes le sauveur, le Cameroun n'aime pas ces genres de caractères. Vous pouvez regarder tous ces gens qui sont tombés au cours des 43 ans. Non, je suis sur l'éclatement du groupe de Douala. Est-ce que ça j'arrive effectivement là-bas que l'opposition pourra avoir un candidat unique à proposer? C'est ça ma question. Ne reviens pas sur les agissements, si les politiciens me permettent d'utiliser le mot du groupe de Douala, montre simplement qu'ils n'ont pas compris ce que les anglo-saxons appellent gentleman's agreement, qui n'est pas forcément écrit. Si on s'est accordé que nous tous, on a nos préférences individuelles, que nous ne pouvons pas dans ce groupe apporter notre soutien à un seul candidat publiquement quand on n'a pas fini notre travail et une personne l'a fait, ça montre tactiquement et en termes électoraux, en termes de politique, ça sera difficile pour avoir un seul candidat de l'opposition au Cameroun. En fait, de mon analyse personnelle, avoir cette idée d'une seule candidature de l'opposition en face du candidat du RDPC que le temps va nous révéler, c'est quasiment difficile. Oui, mais attends, Charles, il faut arrêter avec cette façon de voir les choses. Mais c'est sa façon de voir. Oui, il faut dire clairement. Parce que c'est les journalistes politiques qui sont cachés. Non, c'est notre politique. C'est-à-dire, il veut faire comprendre au sein de l'opinion que si l'opposition n'est pas unie derrière un candidat, c'est son échec. C'est ce qu'il veut dire.
C'est ciblé, là, il veut traduire ça. Que l'opposition, dans son échec à faire un candidat unique, ne peut pas. Mais même si l'opposition trouvait un candidat en face de nous, on créait 10 000 autour pour empêcher l'union. Vous le savez, non? Mais ce qui se passe au groupe de Douala, est-ce que ça vient de l'extérieur? Je m'adresse pas à toi. Non, laisse. On n'est pas le candidat là dans le Cameroun actuel dont vous parlez là. Ça sera un anglophone. Parce que c'est de ce groupe vous dites que c'est le temps d'un anglophone. C'est toi qui le enlèves ça. Après vous allez que non, c'est un nordique. Après vous allez dire que c'est un américain. Je vous donne tous ces chiffres là. Non, c'est pas une histoire. C'est vrai. Laisse-moi finir. Tu as parlé de ça. Dans la vie. Voilà le stylo. Non, je refuse son stylo pour l'instant. Dans la vie, il y a des écoles. Je finis par là. Il y a le réalisme et l'idéalisme. Je n'ai jamais fait partie de l'idéalisme. D'accord. Moi, je fais partie du réalisme. Tu as fini. Allez-y, parce qu'on sort. Les bénis menteurs qui veulent faire comprendre à l'opinion qu'aujourd'hui, si l'opposition n'est pas unie derrière ce candidat, il n'y aura pas de succès. C'est faux. C'est des purs mensonges. Deuxième chose, je vais le dire, c'est vrai. Nous sommes dans une... Je vous ai dit que nous travaillons pour que, à la sortie de cette élection, il n'y ait ni cri ni bruit. Nous savons que le vaincu du palais de l'unité appelle Patricia Toumandon pour lui dire que tu as gagné. J'en arrive là. C'est pour dire quoi? Nous avons créé... Permettez, monsieur, permettez. Ça, c'est votre problème là-bas. Mais ça, c'est votre cauchemar. On n'a pas encore déclaré les candidatures. Je donne un exemple. C'est pour dire que nous avons mis sur place une plateforme avec 7 partis politiques de l'opposition. J'ai dit bien les mains. 7. Nous avons proposé tout une ça, mouture. C'est de l'agitation. Vous voyez, les acteurs politiques, ils m'en fait de parler. Donnez-lui 4 pour du 4. Ne le suivez pas, allez-y dans votre développement. Il faudrait, nous avons fait des propositions. Nous avons déposé là ouvert. Le président d'ailleurs a dit à notre porte-parole au palais, vous avez suivi au palais, qu'il faut vivre. Nous avons déposé cette proposition. Heureusement, on a votre président. Monsieur, quel est votre problème? De quoi vous parlez? La présidente de votre formation politique à porte-parole. Vous êtes assez éduqué, monsieur. Il ne faut pas être dérangé. Vous vous moquez de vous-même finalement. C'est pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une posture où nous savons que même à la sortie de cette session qui commence le 10 juin prochain, certainement qu'on peut arriver à trouver un minimum de consensus au niveau du cours électoral pour que cette élection soit apaisée. Donc ceux qui sont dehors, comme les Charles Ebouné, en train de s'agiter et de jeter les flammes et de l'huile en même temps au sein de l'opinion, il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas les écouter. Moi, je pense qu'il ne faut pas voir en l'émiettement du groupe de Douala la dislocation de l'opposition. C'est d'autant plus que moi, j'ai même un problème au niveau de la définition de ce groupe de Douala. Est-ce un think tank? Est-ce un regroupement de partis politiques? Parce que si c'était un regroupement de partis politiques, le professeur Abba Oyono, je pense pas qu'il soit président d'un parti politique. Et je pense, pour finir, je pense qu'il faut travailler aujourd'hui pour qu'on arrive à une élection apaisée. Que ce soit le groupe de Douala qui a déclaré la cessation de ses activités pour un moment, ou alors que ce soit l'opposition, et même le parti au pouvoir, tout le monde devrait concourir, tout le monde devrait travailler pour qu'on arrive à cette élection-là. Parce que nous sommes dans une période charnière, et c'est là que je vais chuter. Tous les acteurs politiques qui prennent la parole au niveau de l'espace public devraient œuvrer à ce que cette élection-là soit une élection apaisée et que les populations ne se sentent pas dans la frayeur lorsque nous irons à l'élection de 2025. Les élections étaient toujours Serge, vous avez la possibilité de boucler cette page-là. Je ne partage pas la même opinion qu'Anissé quand il dit que le groupe de Douala, est-ce que c'est des partis politiques? Même au niveau des leaders des partis politiques, nous avons lu la presse cette semaine avec des images, des commentaires à l'appui, où on montre qu'il y a une divergence entre le président du SDF, le PCRN et notre parti politique. Non, mais là, nous parlons du groupe de Douala. Oui, mais c'est pour dire que même au niveau des leaders des partis politiques, on ne semble pas faire d'unanimité autour d'un candidat. Mais ils continuent quand même à travailler ensemble, c'est ça qu'il faut dire. Mais c'est là où, en fait, la question, la figure de Maurice Kamto est très intéressante. Et c'est là où on revient, en fait, au meeting de Paris. Parce que le meeting de Paris est un double rapport de force. C'est un rapport de force envoyé vis-à-vis du pouvoir en place, mais c'est aussi un rapport de force envoyé vis-à-vis de l'opposition. Une façon de dire, je suis la figure centrale et la figure légitime. Il vaut mieux, si vous voulez avoir quelques formes, quelques chances de gain, vous coalisez autour de moi. Avec les drapeaux des autres nationalités je dis simplement... Non, je ne suis pas du tout là. Non, je dis simplement, c'est un double rapport de force. Nous arrivons à la fin de cette émission. Nous vous disons merci pour votre participation. Merci surtout
pour l'engagement que vous avez pris à débattre des sujets qui étaient à l'ordre du jour. Merci à vous qui prenez la peine de regarder ce programme à la maison tous les dimanches soirs. S'il plaît à Dieu, nous nous retrouvons dimanche prochain. Bonne suite des programmes sur la CRTV.